Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et merci de choisir Espace TV pour vous informer au sommaire de ce 22h. La redevance annuelle payée pour l'allocation de fréquences par les télévisions en Guinée est revue à la hausse. Tout porte à croire que le secteur de l'audiovisuel en Guinée pourrait prendre un sérieux coup, voire même la privation des citoyens de certains programmes. Récente rencontre entre le président colonel Mamadi Doumbouya et les artistes des voix s'élève et certains crient même à l'exclusion. Il s'agit d'un groupe d'artistes qui n'ont pas bénéficié des sacs de riz offerts par le président de la transition. Ils dénoncent une rétention de l'information ayant conduit à leur absence à la rencontre. Pour le grand angle de ce soir, nous vous emmenons à Pita, plus précisément au barrage de Kinkon, l'un des premiers barrages hydroélectriques du pays. Il a été construit en 1966, mais à date, plus rien ne semble y rester et vous allez le voir avec Mamadou Saliouba et Aliouba. Voilà pour le sommaire, les détails c'est juste après cette virgule. Bienvenue à tous. Le MATD invite les partis politiques à faire des propositions de chronogramme pour le contenu des actions de la transition. Une invite que rejettent certains acteurs politiques en cause. Ils disent avoir déjà répondu à cette demande du ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation à travers des mémos qu'ils ont fait parvenir au département. Rosaline Goto-Monemo, Djibril Kabak Kamara. L'Union des forces républicaines ne compte pas se prononcer sur les points définis par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation pour une transition constitutionnelle. Elle trouve que la définition du contenu de la transition ne devait pas revenir exclusivement au MATD. Nous n'avons pas connaissance de ce cas de dialogue. Donc, par voie de conséquence, il serait vraiment irresponsable que nous nous prononcions sur des points définis par le MATD alors que nous n'avons pas pris part vraiment à la définition de ces différents thèmes-là. Des acteurs sociopolitiques ont produit depuis octobre 2021 des mémos à la demande du CNRD. Pour l'UFDG, les réponses que sollicite aujourd'hui le MATD se trouveraient dans ces documents. Le chronogramme, la Constitution, l'organe de gestion de la transition, le fichier. Sur tous ces points, nous avons donné un point de vue. La CEDEAO avait demandé 6 mois. Nous avons estimé que 6 mois, c'est trop juste. Nous avons demandé 15 mois en tenant compte de toutes les actions-là. S'il y a la bonne volonté politique, bien sûr, en 15 mois, on a fini avec la transition. Dans la proposition du contenu de la transition figure le recensement général de la population. Pour le vice-président de l'UFDG, son échéance ne sera à terme qu'en 2024. Le recensement se fait chaque 10 ans. Le dernier recensement s'est fait il n'y a pas 10 ans. Je crois que l'échéance à partir de 2024. Pourquoi encombrer la transition pour une affaire dont le terme n'est pas arrivé? Il faut rappeler que la charte de la transition, en son article 77, dispose que la durée de la transition sera fixée de commun accord entre les forces vives de la nation et le Comité national du rassemblement pour le développement. Les assises nationales se déroulent dans tout le pays. Certains acteurs dénoncent des manquements sur la composition du comité de pilotage, le contenu et le déroulement du processus. Quant au cadre de concertation politique qui vient de démarrer, l'analyste politique Moussa Djoumessi y voit de la mauvaise foi. Reportage Mamadou Kalisso, Ibrahim Souri Kamara. Il fallait d'abord identifier toutes les victimes et leurs bourreaux de l'indépendance à nos jours. Choisir le cadre, le contenu et la méthodologie. Vérité, justice et réconciliation ou vérité, pardon et réconciliation nationale. Selon cet analyste, en plus de traquer les prédateurs économiques et financiers, il faudrait aussi auditer la politique guinéenne. Cette transition, et là je m'adresse au CNRD, devrait nous permettre de faire l'audit de la politique. Ça aurait ramené les politiciens à mieux comprendre aujourd'hui les erreurs qu'ils ont eu à commettre et l'état dans lequel le pays se trouve. La culture du civisme,
de la citoyenneté et la refondation des instruments démocratiques doivent être des priorités de cette transition, sans oublier nos coutumes et traditions qui sont des facteurs du vivre ensemble. Nos traditions qui ont un caractère profondément humain, qui ont permis à l'ensemble de la société, au-delà des maux que certaines familles supportaient, de vivre avec le reste des choses. Mais la mauvaise pratique, je dis la mauvaise pratique de la politique, la mauvaise pratique de la politique est devenue une toxine qui est venue détruire tous les fondamentaux de ce pays. Dioumessi salue de passage la récupération des biens de l'État et d'autres chantiers républicains en cours. Sur la question du cadre de concertation politique qui défraye la chronique, les bisbilles entre nouvelles autorités et certains acteurs sociopolitiques, il est catégorique. Aujourd'hui, la seule chose qui anime l'ensemble de la classe politique en République de Guinée, je le dis haut et fort, sans hésiter, c'est la conquête du pouvoir. Ce n'est pas l'avenir de ce pays-là qui intéresse aujourd'hui ceux qui sont aujourd'hui en quête de positionnement. C'est dommage. Quant à la durée de la transition, Dioumessi est resté évasif. Pendant ce temps, l'ultimatum fixé par la CEDEAO approche à grands pas. Dr Faya Milimono, leader du bloc libéral, et Moussa Dioumessi se prononcent sur les chantiers à abattre devant conduire les Guinéens à tous les scrutins avant la fin de la transition. Deux lectures pour une lecture commune. Mamadou Sadio Baldé et Tcherno Sadouba nous font la synthèse. À défaut de fixer une date, il revenait au ministre de donner un peu plus de détails pour une visibilité sur la transition. Ouais, si le ministre prenait le temps en énumérant ces différents points et d'élaborer pratiquement le calendrier, c'est-à-dire ça nous aurait donné encore beaucoup plus d'éclaircies. C'est-à-dire en disant par exemple le recensement prendra 1 an ou le recensement prendra 3 ans, ça nous permettra de comprendre. Pour éviter de faire un travail à la Pénélope, il revient aux spécialistes de se prononcer sur la durée et comment exécuter le chantier cité. Un recensement général de la population, le recensement administratif à vocation d'état civil, le fichier électoral, il faut d'abord que l'organe technique qui est en train de travailler là-dessus nous dise voici tel chantier qui peut commencer en même temps. Maintenant, ce qui ne peut pas être fait sans que telle ou telle chose ne soit finie. Donc, c'est en fonction d'abord de ce premier travail que nous allons essayer de voir maintenant. Et là, ça demande de consulter une certaine expertise. S'agissant du fichier et du découpage, il serait intéressant aujourd'hui que les communes de Kaloum et Matoto, par exemple, n'aient pas le même nombre de députés uninominaux. Il y a aussi la possibilité de cumuler certains programmes. On nous a parlé d'un recensement administratif à vocation d'état civil. C'est indispensable dans notre pays. Maintenant, est-ce que si cet autre recensement est bien fait, on ne peut pas simplement extraire le fichier électoral du résultat de ce recensement, dans la mesure où on connaîtra les Guinéens où ils sont avec chacun un numéro, un identifiant unique, son âge, etc., etc. Le pays a besoin d'une nouvelle constitution différente de celle proposée aux Guinéens jusqu'à date. Je vous le disais au sommaire, la redevance annuelle payée pour l'allocation de fréquences par les télévisions en Guinée est revue à la hausse. C'est un arrêté conjoint pris par le ministère des Postes, des Télécommunications et celui de l'Économie et des Finances en juillet 2020. Suite à cet arrêté, le secteur de l'audiovisuel en Guinée pourrait prendre un sérieux coup. Déjà, les conséquences ont commencé à se faire sentir. Malik Senghana Kamara et Elseni Kamara nous font le point. La presse guinéenne, notamment le secteur de l'audiovisuel, est confrontée à un problème financier. La publicité étant la principale source de revenus pour faire fonctionner les radios et les télévisions, se fait de plus en plus rare. L'Union des radios et télévisions privées de Guinée, pour alléger les charges de ces médias, a fait un plaidoyer auprès des autorités d'alors afin de revoir à la baisse la redevance à payer. Le 12 mai 2020, l'allègement a été effectivement fait. Et par la suite, un autre qui augmentera les tarifs sans aucune communication. On a été très surpris de voir qu'il y a un autre arrêté qui avait été pris, sans que nous ne soyons informés, qui ramenait cette redevance annuelle pour les télés de 15 millions encore à 50 millions.
Les conséquences ne se font pas attendre. Le groupe Joma Media, qui couvrait 9 villes du pays et de façon gratuite, est dans l'obligation de priver les populations de ces signaux. Au vu de l'augmentation conséquente des tarifs fixés par le ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique et celui du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, pour l'utilisation du service hertzien, nous sommes au regret de devoir interrompre ce service gratuit dans nos 9 régions d'implantation jusqu'à nouvel ordre. Pourtant, ce groupe de médias, dans sa vision, comptait fournir les images à presque tout le pays à travers les antennes locales. Fixer la redevance annuelle à 50 millions par site, plusieurs chaînes de télévision risquent de fermer. On ne peut pas aller à l'intérieur du pays parce que nous ne pouvons pas faire face justement à ces dépenses. Je crois qu'en ce 21e siècle, ces redevances qui ne cessent d'axifier les médias que nous sommes doivent cesser. Le président de l'IRTELGUI dit avoir engagé des négociations avec les autorités de l'ARPT dans l'optique de ne pas priver les populations de cette denrée qui est l'information. Quelle perception des conditions de vie des journalistes par le monde extérieur? C'est une question médiasphère posée à quelques citoyens de Conakry ce lundi. Le questionnement est motivé par une étude lancée par l'association Presse Solidaire sur Internet qui s'intéresse au traitement des journalistes guinéens tant dans les rédactions que avec les détenteurs d'informations. Mamadou Boulere Diallo et Yacouba Traoré nous expliquent. Celui qui maîtrise l'information maîtrise de facto le monde, dit-on. Mais pour Simba Touré, le métier de journaliste représente beaucoup de risques. Parce que vouloir parler sur la politique et parler sur les cadres, les détournements et tout ce qui se passe dans le pays, c'est quelque chose de risqué. On met sa vie quand même en danger. De loin, elle a souvent peur pour les journalistes qui sont exposés de tous les côtés, dit-elle. Mais sa crainte s'accentue pour les reporters africains pour une raison précise. Il y a eu des journalistes qui ont été, menacés, d'autres aussi qui ont été tués, d'autres qu'on a même... J'ai peur pour un journaliste quand même. Surtout dans notre pays, en Afrique, là où la loi n'est pas tellement respectée. Alors, quelle est la perception du monde extérieur sur la vie des journalistes ou du moins leur traitement? Pas de réponse exacte, mais des suppositions qui frôlent un plaidoyer. Les journalistes, normalement, doivent être bien entretenus parce que ça nous donne, nous, la population, des informations claires. Pour connaître les difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes, Presse Solidaire lance une étude sur Internet pour interroger les acteurs concernés. Qu'ils nous disent est-ce qu'ils sont payés, qu'est-ce qu'ils gagnent, est-ce que c'est suffisant, est-ce qu'ils sont victimes de harcèlement, de pression, est-ce qu'ils ont été victimes de licenciement dans l'exercice de leur profession ou alors est-ce qu'ils ont des difficultés d'accès aux sources d'information. Après la collecte des informations, un rapport sera produit et publié pour situer l'opinion. L'étude est menée sur Internet à travers un lien. Elle est exclusivement réservée aux journalistes et elle est totalement anonyme, rassurent les initiateurs. Vous ne donnez ni votre nom, encore moins votre organe pour participer à l'enquête. Ce ne sont pas des excédents, mais les passagers sont obligés de les payer. De nombreux passagers ne comprennent pas. Ils disent rencontrer d'énormes difficultés et pointent du doigt la responsabilité des syndicats du transport. Ces passagers rencontrés invitent à la réglementation du secteur. C'est alors que les chargeurs de bagages affirment avoir des raisons qui justifient cette décision. Guénébemba Koulibaly et Ibrahim Sori 5 Souma. Très tôt ce matin, nous nous sommes rendus à la gare routière de Matoto. Les passagers rencontrés sur place accusent les chargeurs de bagages d'avoir haussé le prix des bagages. Cette cliente invite le syndicat des transporteurs à revoir cette situation. Le prix des bagages est très cher et ça nous inquiète beaucoup. Donc, nous demandons au syndicat des transporteurs de revoir cette situation. Ce dernier refute en bloc les accusations portées à leur égard. D'ailleurs, il donne les raisons de cette augmentation. Dans les bagages, il y a différents des bagages. Tu peux voir un bagage, le contenu c'est gros, mais le contenu c'est vide. Tu peux avoir un bagage, c'est petit, mais le contenu c'est lourd. Donc si tu ne connais pas la différence de ça, tu vas te tromper. Il y a certains passagers qui disent que les bagages sont chers. Ce n'est pas cher. Cet autre chargeur de bagages affirme que le problème se situe au niveau des passagers.
Selon lui, certains sont sans pitié en cas de perte de bagages, ce qui expliquerait d'ailleurs cette augmentation fantaisiste. Il y a des passagers qui viennent avec des bagages qui sont nombreux. D'autres, tu peux les aider à embarquer le bagage moins cher. Mais en cas de perte, il peut te créer des millions de problèmes. C'est-à-dire, tu prends le bagage de quelqu'un comme ça à 100 000, voire même à 150 000. En cas de perte, il peut te dire que oui, le bagage qui est perdu là, il y a une valeur de 20, voire même 15 millions dedans. Et si tu vois, ça effraie. Interrogés sur la question, les syndicats disent avoir pris des dispositions pour réglementer ce secteur. Plus loin, notre interlocuteur confie que certains sont sanctionnés à cause de ce comportement. Le problème des bagages, nous-mêmes nous surveillons, nous avons pris nos dispositions, on a sanctionné plus de 3-4 de nos agents, compte tenu, ceux qui sont venus envers nous, c'est nos clients, c'est nos patrons et nos patronnes. Un prix spécial pour les bagages, un autre problème dans le secteur du transport qui s'ajoute au coût et à l'état des routes en Guinée. Je vous le disais également au sommaire, le colonel Doumbouya a-t-il créé des frustrés au sein des artistes? En tout cas, ça a tout l'air. Un groupe d'artistes qui n'ont pas bénéficié des sacs de riz offerts par le président de la transition dénonce une rétention de l'information ayant conduit à leur absence à la rencontre. Mieux, ils n'ont rien bénéficié, pourtant des membres intégrants des structures musicales de notre pays. Marissa Camara, Amaralex Silla pour plus de détails. Chaque artiste présent à la rencontre avec le président de la transition avait bénéficié de 10 sacs de riz. Si l'acte est salué par certains, il suscite par ailleurs de la colère chez d'autres. Les artistes absents à cette rencontre, ceux-là qui ont manifesté ce dimanche devant le palais Mohamed V. Pour ce service qu'ils viennent de rendre à la corporation des artistes. Mais comme ils n'avaient pas l'information, comment la répartition devrait se faire, c'est ce qui fait que les artistes aujourd'hui, beaucoup sont déçus. Ces tonnages de riz là à la paillote, avec les caméras à l'appui, les journalistes nous accompagnent pour déposer dans chaque famille les artistes nécessiteux ou qui sont en état de détresse. Un mécontentement qui traduit bien la division qui fragilise le monde culturel guinéen, sans occulter les guerres de leadership qui minent la corporation. Il n'y a pas d'union entre les artistes. Même les analphabètes ont compris aujourd'hui, il n'y a pas d'union entre les artistes. C'est pas bon ça. Quand on n'est pas unis, on serait divisé totalement. Outre cet appel, certains exhortent le CNRD à la création des lieux de spectacle. Au lieu de nous offrir du riz, il n'a qu'à augmenter le droit d'auteur et construire un palais de la culture pour nous. Les artistes plaident pour la mise en place de mécanismes favorisant l'essor du secteur culturel guinéen. Il est pétri de talent et très actif dans la réalisation des films guinéens. Mohamed Fadil Camara est de la première génération de réalisateurs de téléfilms. Après une longue absence, il est de retour avec plusieurs projets de films, mais manque d'interlocuteurs. Nos reporters Fatoumata Bintabari et Aboubakar Keke Bangoura sont allés à sa rencontre. Suivez. Une bande dessinée guinéenne que j'ai réalisée avec le soin de l'imprimerie Patrice Lumumba. Elle a été publiée en 1982 et c'est la toute première bande dessinée guinéenne réalisée par Mohamed Fadil Camara. Après 9 années d'absence dans son pays, le jeune réalisateur revient avec 23 projets de films à réaliser. Le feuilleton que j'ai en ce moment avec moi, que je voudrais faire, je le dis, qui va être l'un des meilleurs feuilletons du continent, quand c'est fait, quand c'est porté sur l'écran, c'est un feuilleton qui s'intéresse sur 3 volets. Le volet amour, le volet business et le volet politique. Voilà, tout est là-dedans. C'est quelque chose qui va honorer la Guinée à l'extérieur. Mais qui est cette icône du cinéma d'antan? Mohamed Fadil Camara est le célèbre réalisateur des téléfilms Blanc-Sang, Promesse d'adieu et d'autres films qui lui ont valu des contrats à l'étranger. J'ai eu la chance d'avoir un contrat avec CFI TV à l'époque, avec Blanc-Sang. Quand CFI TV a vu Blanc-Sang, ils m'ont envoyé le contrat, j'ai signé le contrat de 18 mois de location. Donc ça a permis à toutes les chaînes de télévision qui étaient affiliées à CFI TV à l'époque de voir le film. Donc le film a été vu par tout le continent africain. En plus d'être réalisateur, ce vidéaste est également peintre, écrivain et journaliste,
mais sa hargne pour le cinéma est sans précédent. Aujourd'hui, il est impuissant et se plaint d'être inexploité en bonne et due forme dans son pays, ce qui n'est pas sans conséquence. Tu es pétri de talent et que tu manques d'un truc dans ton pays, tu es obligé de t'expatrier. Aujourd'hui, je ne le cache pas, j'ai déjà un frère utérin qui est parti à Dakar il n'y a pas longtemps, qui a pris contact avec Maroudi TV. Ceci serait dû au manque de moyens des réalisateurs qui sont laissés pour compte, la profanation du métier par les amateurs et le manque de maisons de production, dénonce-t-il. Le club Étoile de Guinée a-t-il abandonné les rescapés de l'accident qui avait emporté plusieurs de ses joueurs en mars 2020? Non, selon le président délégué du club pensionnaire de la Ligue 2, réagissant aux propos des joueurs qui ont récemment déclaré au micro d'Espace TV qu'ils ne bénéficient d'aucune attention, Souleymane Camara donne sa part de vérité. On l'écoute au micro de Mamadou Oiba et Yacouba Traoré. J'ai un contrat moral avec eux. C'est des footballeurs qui voulaient jouer au football. Après, il y a eu l'accident. Donc, même s'ils n'ont pas de contrat avec l'Étoile, on a le droit de continuer à les soutenir tant qu'on a la possibilité. Pendant 5 ans, tant qu'il y a un joueur transféré au nom de l'Étoile, la famille a un pourcentage. Ça, c'était ma décision. Parce que j'étais toujours sous le choc et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne change pas d'avis. Parce que c'est toujours les joueurs de l'Étoile. Mais vous savez, quand il y a eu le changement, il n'y avait pas de stabilité au niveau du ministère et la fédération. Donc le ministre qui est venu, il ne maîtrise pas le dossier. Il fallait juste être patient au moment opportun. Donc s'ils ont été appelés il y a une semaine pour aller passer les radios, ils ont déjà passé les radios. Ils ont préparé la facture déjà, tout est là-bas. Pourquoi se précipiter d'aller parler devant les médias? Je répète encore de nouveau, il y a des personnes, des mal intentionnées derrière qui ont poussé les enfants à réagir. À l'Ilouma, des messages de paix et d'unité ont été transmis, ceci dans le cadre de la tenue des assises nationales où tous les Guinéens sont appelés à se pardonner. Dans ce cas, Elhadj Djeriba Diaby et sa suite se sont évertués à cet exercice dans cette localité. Djibril Ba. Il y a 3 semaines déjà que des délégués s'activent à l'intérieur du pays pour les assises nationales. Il s'agit d'approcher les citoyens, se parler afin de se pardonner. À l'Ilouma, des recueils sur le vécu des habitants ont été possibles. Nous avons noté les frustrations, les peines, les maux dont souffrent les populations de l'Ilouma. Chacun est en train de se libérer, de dire ce qui lui fait mal. Cet habitant de l'Ilouma explique son histoire et dit être victime de l'ethnocentrisme, un mal auquel, selon lui, de nombreux Guinéens sont confrontés. L'ethnocentrisme existe bien au Fouta. Il est aussi dans la politique. À cause de cela, je n'ai pas eu un terrain cultivable. Ce type de rencontre vise à construire un nouveau cadre institutionnel dans le pays. Une opportunité à ne pas rater, indique Elhadj Djeriba Diaby. Notre pays a le diamant. Notre pays, nous sommes 2e ou 3e producteurs de bauxite au monde. Mais est-ce que Guinéens que nous sommes, est-ce que chacun de nous peut verser 100 000 francs par jour à sa famille? Aujourd'hui, Rwanda est un modèle en Afrique parce qu'ils se sont pardonnés avec le pardon sincère. A préciser que ces assises prennent fin le 29 avril prochain. Le journal se poursuit à présent l'angle. Pour le grand angle de ce soir, nous vous emmenons à Pita, plus précisément au barrage de Kinkan, l'un des premiers barrages hydroélectriques du pays. Il a été construit en 1966, il a une capacité de 3,4 MW et il aide à ravitailler les villes de Labé, Pita, Dalaba et Mamo, sauf qu'aujourd'hui, faute d'entretien et d'eau au lac, le barrage est en train de s'éteindre. Kinkan, le barrage qui se meurt, c'est un reportage de Mamadou Saliouba et Aliouba. De l'autre côté de cette piste, à 9 km du centre-ville de Pita, un monument historique.
le barrage hydroélectrique de Kenkon. 223 mètres de long, 19 mètres de haut. Un fruit de la révolution où règne aujourd'hui un silence monacal. Sur le site, nous ne trouvons aucun travailleur. Les machines à l'arrêt rappellent un monde désert abandonné par ses occupants. Nous profitons pour prendre ces images dignes d'un décor de cinéma. Construit en 1966, mis en marche en 1968 avec une capacité de 3,4 MW, le barrage de Kenkon était une fierté pour la Guinée. Mais aujourd'hui, faute d'entretien, il est en train de mourir à petit feu. Sur le site, c'est tout simplement une désolation. Les machines, presque grippées, témoignent les 56 années de service, les dizaines d'années de fatigue. À part la vétusté, le barrage de Kenkon souffre d'un autre problème, le manque d'eau. Sur ces rochers, vous pouvez voir le niveau d'eau en saison pluvieuse. Aujourd'hui, il ne reste qu'une petite quantité, difficile donc de faire tourner les turbines. Frappé par la saison sèche, le barrage construit sur le fleuve Kokolo peine aujourd'hui à produire de l'électricité. Ici, il ne reste qu'un flaque d'eau qui mouille à peine la paroi du barrage. Pour vous montrer l'immensité du problème, ces images filmées en 2019. Ici, un lac artificiel de 3 millions de mètres cubes d'eau. Aujourd'hui, l'eau s'est comme évaporée, laissant voir le nid du fleuve. Il y a encore quelques années, à cette même période, personne ne pouvait rester ici. Toute cette partie, tous ces rochers étaient submergés. Aujourd'hui, avec la dégradation de l'environnement, c'est une véritable situation de sécheresse. De part et d'autre des larges du fleuve, tout est sec. Une situation qui inquiète les autochtones qui n'avaient jamais vu le barrage dans cet état. Personne ne pouvait s'arrêter ici. Toutes les saisons, c'était la crue. Maintenant, il y a assez de boue. Nous sommes vraiment inquiets. L'inquiétude des autochtones est un appel au secours, car aux alentours du fleuve, le reboisement ne semble pas être une priorité. Ici, sur plusieurs mètres, des espaces déboisés, des arbres morts et au loin, une fumée qui s'échappe de la brousse. Nous quittons ce paysage, direction la centrale hydroélectrique. Près d'1 kilomètre de descente, entre deux falaises, voici l'usine. Ici, dans la salle de commande, nous trouvons Lamarana Diallo, opérateur. Depuis 5 ans aujourd'hui, il a les yeux rivés sur ce tableau de bord. À partir de là, on effectue les commandes à distance. Charger ou décharger les groupes, synchroniser, c'est à partir de là, on effectue tout ça. Donc, comme vous voyez, c'est une centrale qui produit 3,4 MW, dont chaque groupe produit 0,85 MW. Mais depuis plus d'une semaine, plus aucun groupe ne produit de l'électricité. Le barrage Atari, impossible de turbiner les groupes. Comme vous le constatez ici, tout est à l'arrêt. Présentement, là, c'est l'interconnexion qu'on a ici. Même la centrale ici est alimentée par l'interconnexion. Donc, si ça coupe tout de suite, c'est pas à nous. Si on voit la tension, c'est, on est là, on ne produit pas. On est en arrêt total. Les feux de brousse, la déforestation, mais aussi le manque d'entretien et du dragage du lac artificiel sont les principaux responsables de cette situation. Depuis le barrage a été installé, on n'a pas eu de dragage. Donc il y a tellement de débris, il y a le sable tout est accumulé. Il y a beaucoup de trucs qui sont accumulés au niveau du barrage. Donc il faut d'abord chercher à faire le dragage du barrage pour pouvoir gérer un peu l'eau de plus. Depuis la construction du barrage en 1966, jamais il n'a été entretenu. L'usine, elle, a connu des rénovations en 2005 par la Chine. Depuis, aucune rénovation. Mais ici, ce qui va précipiter l'arrêt total de la centrale, c'est le manque de pièces de rechange, car l'entreprise qui ravitaille la centrale a déjà fermé ses portes.
En attendant, Lamarana et son équipe se démerdent à satisfaire la demande qui, depuis très longtemps, a largement dépassé l'offre de la centrale. On peut produire, on accompagne l'interconnexion jusqu'au mois de février comme ça. Mais à partir du mois de mars, on ne peut pas accompagner parce que là, l'eau ne fait que descendre en ce moment. Vieux, faible de capacité, le barrage de Quincon qui donnait autrefois du courant de qualité aux villes de la baie, Pita, Dalaba et Mamou se meurent peu à peu. Il pourrait être appuyé dans les années à venir par un autre barrage plus grand, dénommé Quincon 2. SOS donc pour le barrage de Quincon. Et c'est la fin de ce journal. Il a été coordonné par Antoinette Dédé Onivogui et dirigé à la régie par Aboubakar Fotesouma, alias Sokra Kamara et Jean-Marie Dembadeno. Merci à tous de votre aimable attention. Bonne fête de Pâques à tous les fidèles chrétiens du monde entier et très bonne suite de Ramadan à la Oumma islamique. Bonsoir.